Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent cet après-midi et rebonjour à celles et ceux qui étaient là ce matin. Très brièvement, pour recontextualiser le cadre de ces rencontres, ce sont donc les premières rencontres de pôle régional d'éducation aux images proposées par les 3 structures qui composent ce pôle de Nouvelle-Aquitaine, à savoir la FRMJC Nouvelle-Aquitaine, les Yeux Verts et ALCA Nouvelle-Aquitaine. Donc cet après-midi va être consacré aux émotions et au plaisir au cinéma. En premier lieu, le maître de conférence et directeur de l'UFR Arts, Lettres et Langues de l'Université de Lorraine, Léo Souillès-Débat, introduira l'après-midi en abordant les questions de plaisir et d'émotion au cinéma. Et ensuite, il animera la table ronde qui questionnera qui abordera différentes questions en fil rouge, notamment qu'est-ce qui provoque les émotions au cinéma, comment les reçoit-on en tant que jeune spectateur, comment contribue-t-elle à leur épanouissement et à leur construction, comment les accompagne-t-on en tant que médiateur, enseignant, intervenant. Dans le cadre des dispositifs scolaires et hors temps scolaire, comment appréhender la notion de plaisir au cinéma et qu'est-ce que l'expérience collective de la salle de cinéma y change. Donc ça, c'est le cadre général. Évidemment, la discussion nous amènera peut-être un peu ailleurs. Et ces questions-là seront abordées à travers le dialogue entre Laetitia Spigarelli, qui est comédienne et réalisatrice, Renaud Fély, qui est réalisateur et qui intervient régulièrement sur des ateliers de pratique artistique, Célis Jouineau, qui est responsable de salle de cinéma, la salle de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême, et Virginie Courrèges, qui est enseignante. Et donc pour l'heure, c'est Léo qui a l'honneur d'introduire cet après-midi. À toi Léo, et merci beaucoup d'être là. Merci Virginie, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de participer à ces premières rencontres de l'éducation à l'image de Nouvelle-Aquitaine. Je précise, je ne suis pas directeur de l'UFR Arts, Lettres et Langues. Peut-être un jour, mais je ne crois pas que ce soit un cadeau. Je ne sais pas si mon directeur actuel regarde. Ouais, voilà. Mais je ne sais pas si c'est une promotion. Je pense que c'est vraiment un cadeau empoisonné. J'en parlerai à mon directeur, mais voilà. Non, mais effectivement, sinon, je confirme, je suis bien enseignant-chercheur en études cinématographiques. Ça oui. Et je précise que mon sujet de recherche, c'est la cinéphilie. Donc, forcément, émotion, plaisir. Je pense que ce sont des mots qui vont de soi, en tout cas, quand on travaille sur la cinéphilie. Je précise aussi que je suis d'abord historien de formation. Donc, normalement, je m'intéresse plutôt au passé, non pas au présent. Mais la curiosité fait que je m'intéresse de plus en plus au présent, puisque j'ai la chance de pouvoir intervenir dans les réseaux d'éducation à l'image, y étant moi-même passé lorsque j'étais moi-même élève. Voilà, donc je les ai expérimentés, puisqu'ils commencent à être assez âgés, dans le bon sens du terme. Donc on commence à avoir des adultes qui commencent à pouvoir faire des retours d'expérience là-dessus. Alors, Juste avant que tu ne commences, ouais. Peut-être repréciser, j'ai oublié de le dire, que dans la salle, il y a quelques représentants. J'ai oublié de le préciser, dans la salle, il y a des représentants des pôles d'éducation aux images de toute la France qui peuvent relayer les questions que vous pouvez poser via l'espace de discussion Teams que vous avez derrière vos écrans. Donc n'hésitez pas tout du long à poser des questions et on y répondra autant que possible tout au long de l'après-midi. Donc n'hésitez pas, Léo aime beaucoup quand il y a des questions tout au fur et à mesure. Donc allez-y. Voilà. Donc bon, effectivement, il ne faut pas hésiter à intervenir, même si on a peu de temps pour un sujet très vaste. Donc on va essayer. Je n'ai pas du tout la prétention de vous expliquer les émotions au cinéma. Je pense un charlatan si je vous vendais ça. Donc j'ai plutôt décidé de lancer plutôt quelques perches en fait. D'où l'importance d'échanger, de participer, des idées comme ça, entre guillemets un peu en vrac, même si je pense quand même avoir fait l'effort de les organiser un minimum. Mais voilà, des pistes en fait sur ce que peuvent nous évoquer les émotions, des pistes donc qui sont bien sûr partielles, orientées. Donc bien sûr, il ne faut pas hésiter à en ajouter d'autres. Il est évident que j'ai oublié des choses et que je vais un peu là aussi où va mon intérêt. Mais j'ai quand même essayé de me poser la question des émotions.
au cinéma, certes, en resserrant quand même petit à petit le faisceau, hein, puisqu'on s'intéresse quand même aussi beaucoup à certains types de publics. On parlera bien sûr de nous les adultes, ou nous les vieux, comme nous qualifient les jeunes, parce qu'on dit les jeunes, donc je me permettrai de dire les vieux, c'est pas péjoratif du tout, puisqu'on dit bien les jeunes, donc je dis les vieux. Et donc, je pense quand même me concentrer quand même un petit peu plus sur les jeunes, parce que je crois que c'est peut-être leurs émotions qui nous fascinent le plus, parce qu'on les a vécues nous-mêmes lorsqu'on était à leur place. On a peut-être tendance à oublier d'ailleurs comment on les a vécues ou de quelle façon, et je trouve toujours intéressant de les regarder eux pour comprendre peut-être un peu aussi ce que nous on ressent aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup m'intéresser justement à ce jeune public qui est très souvent incompris, je pense, me semble-t-il, parfois un peu trop montré du doigt, alors qu'il a, je crois, énormément à nous apprendre, même si en général c'est plutôt l'inverse. Donc beaucoup sur le jeune public, mais aussi, comme vous l'avez vu dans le sous-titre que j'ai décidé de choisir, c'est de l'idée aussi que le cinéma, il se trouve dans des lieux extrêmement multiples. La salle de cinéma, évidemment, le premier lieu naturel, on dirait, du cinéma, bien qu'il n'ait pas commencé au tout début dans la salle, mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous et toutes convaincus que la salle est le lieu par excellence pour découvrir un film, et les jeunes aussi le sont, rassurez-vous. Mais aussi le cinéma s'exporte, voilà, dans les salons, sur les tablettes, sur les smartphones. Moi-même, ça me dépasse personnellement, je l'assume, mais force est de constater qu'on peut voir un film de cinéma à la télévision. Qui pourrait dire que le dernier Scorsese n'est pas un film de cinéma, alors qu'il n'a pas été diffusé au cinéma? Bon, voilà. Mais aussi, bien sûr, le cadre. On va beaucoup parler de cadre au sens premier du terme, hein. Bon, j'ai choisi pour illustrer l'école et la sortie du samedi, mais bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais l'école, c'est quand même un cadre important, notamment pour le jeune public, mais aussi pour les adultes qui sont dedans, parce qu'il y a aussi des adultes à l'école, bien entendu, pas des élèves, mais des enseignants, entre autres. Puisque l'école aussi est un lieu où on parle de cinéma, où on voit aussi du cinéma, bien entendu. Et puis la sortie du samedi, c'est un peu une sorte de rituel, hein. C'est très français d'ailleurs, pas que français, mais c'est très français. Cette sortie du samedi, entre amis ou en famille, c'est un peu le moment du cinéma, raison pour laquelle d'ailleurs on n'avait pas le droit, jusqu'à il y a encore quelques mois, de mettre des films à la télévision, puisque pas le droit de regarder un film à la télévision le samedi, c'était interdit par la loi, hein. Ça l'est plus depuis un peu moins d'un an, pour qu'on puisse aller justement au cinéma. Et oui, c'était une interdiction, ça aussi c'est très français. Donc chacun sa place. Le samedi au cinéma, le dimanche soir à la télé. La fameuse soirée du dimanche soir. Donc le cinéma, il est extrêmement présent dans des lieux divers, à différents âges, etc. Et il procure des émotions. Alors ça nous semble assez évident. Mais aussi, si on devait donner une définition du cinéma, je pense que voilà, c'est d'abord un média. J'aime pas forcément trop le mot, mais c'est un média, mais qui est vecteur d'émotions. Voilà. Les émotions, c'est quelque chose de très subjectif. Voilà pourquoi je ne me permettrai pas de vous expliquer ce que c'est. Mais par contre, c'est quelque chose qui est de plus en plus objectivé. C'est-à-dire qu'il y a une vision très pragmatique des émotions au cinéma. Je m'en étonne moi-même. Si je ne trouve pas ma télécommande, ça ne va pas le faire. Puisque c'est devenu un véritable outil marketing. Je voulais commencer là-dessus de manière très pragmatique avant de rentrer dans quelque chose d'un peu plus subjectif. Mais les émotions, c'est désormais quelque chose de très sérieux dans le cadre du marketing, puisqu'on essaye d'évaluer nos émotions, de les mesurer. Alors d'abord, c'était déclaratif, c'est-à-dire que vous montrez des films à des spectateurs et des spectatrices, et puis vous leur faites remplir qu'est-ce qu'ils ont ressenti sur le papier. Bon, le truc, c'est que on n'est pas tout à fait les mieux placés pour dire ce qu'on a ressenti, puisque des fois, on oublie ce qu'on a ressenti, les micro-émotions, comme on les appelle, etc. Mais maintenant, on va plus loin grâce aux technologies numériques. On capte notre visage, et puis on est censé capter une centaine de points sur notre visage qui nous permettent de décrypter nos émotions. Et donc, on fait des projections de test pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, s'il faut changer la fin du film ou peut-être le raccourcir un petit peu. À chaque seconde près, on mesure les visages avec, bien sûr, accord consenti des personnes, des spectateurs et des spectatrices qui donc observent le film et réagissent. Voilà. Et on nous vante en fait ces mérites. Alors là, c'est une enquête de Médiamétrie qui se positionne sur le créneau et qui va proposer de plus en plus ce type de prestations pour pouvoir évaluer. Alors, il propose de faire ça d'abord sur les bandes annonces de films, puisqu'on nous explique que selon de nombreuses statistiques, si on ressent des émotions face à une bande annonce, on a plus de chances d'aller voir ce film au cinéma, ce qui me semble assez probable, effectivement. Mais sachez que maintenant, la technologie le confirme. Et donc, on mesure ses émotions. Alors, j'ai noté quand même une phrase, je cite, de Marine Boulanger, la directrice du département cinéma de Médiamétrie, qui révèle, je cite, que dans cette enquête, la salle de cinéma est un lieu d'émotion. Bon, là-dessus, effectivement, c'est pas vraiment surpris. Mais heureusement que Médiamétrie est là pour nous le dire. Nos études montrent que parmi les près de 42 millions de spectateurs en France, en 2018,
3 sur 4 considèrent que cet art est avant tout un vecteur d'émotion. Alors, première réaction, je me dis, quel est celui qui n'a pas répondu? 3 sur 4. Bon. Mais ça me semble assez évident, même pour Médiamétrie, que ce soit dans le cadre marketing ou dans un cadre moins formel. Donc les émotions sont déjà quelque chose qui est clairement identifié et qui veut, là aussi, je dirais même être quantifié, grâce ou à cause, je ne sais pas trop là pour le coup, de la technologie. Alors aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé, hein, comme très souvent. On a vraiment des projections de tests entières qui sont basées là-dessus. Il y avait aussi un dispositif où les spectateurs et les spectatrices pouvaient appuyer comme ça lorsqu'ils ressentaient un pic d'émotion. Puis vous aviez des graphiques comme ça pour savoir si le milieu du film fonctionnait plutôt bien ou la fin un peu moins bien. Du coup, on refait le montage, etc. Voilà, donc c'était différents dispositifs expérimentaux, mais avec la reconnaissance faciale, du coup, on a passé un nouveau cap. Bon, je ne vais pas m'arrêter très longtemps là-dessus. Je pense que vous m'en voudrez pas parce que je pense pas que ce soit le plus intéressant pour parler des émotions au cinéma, même si je pense que ça a le mérite quand même d'exister et on peut peut-être en ce sens s'y intéresser. Alors, moi j'aimerais revenir plutôt sur essayer d'observer les émotions dans leur habitat naturel, les émotions au cinéma, c'est-à-dire au cinéma. Voilà, ou plutôt devant les cinémas et à l'intérieur des cinémas. Et là, on a de la chance parce que la télévision française, la RTF à l'époque, même pas le haut encore, en 1962, a eu l'excellente idée de réaliser un petit reportage sur les jeunes et le cinéma. C'est dans le cadre du documentaire, de l'émission, pardon, L'avenir est à vous. Et donc, se pose la question, les jeunes et le cinéma en 1962. Et je vous propose de voir 2 extraits de ce documentaire, donc, où on a un mélange d'interviews avec des professionnels, des psychologues, des historiens qui nous expliquent en fait quel est le rapport entre les jeunes et le cinéma. On s'en inquiète déjà beaucoup à l'époque. On s'en réjouit aussi quand même, il faut le préciser. Mais aussi des micro-trottoirs. On va tendre le micro à des jeunes et on va leur demander voilà, qu'est-ce qui vous anime, pourquoi vous allez au cinéma, etc. Voilà. On reviendra après à la fin de ces 2 extraits pour poser la question du cadre. Parce que vous allez voir que les 2 extraits se situent dans 2 cadres différents. Par contre, j'insiste sur un point, l'échantillon, on dirait, interrogé, ce sont le même type de personnes, ce sont des jeunes en 1962. La différence, c'est qu'il y en a qui sont interrogés devant une salle de cinéma, qu'on devine être une salle de quartier, et d'autres qui vont être interrogés à l'intérieur d'une salle de cinéma dans le cadre d'un ciné-club. Ciné-club qui est un peu l'ancêtre des dispositifs d'éducation à l'image, pour le dire assez vite. D'accord ? Je vous propose donc de regarder le premier extrait à l'extérieur de la salle. Je ne sais pas si on me voit. Ouais, super. Voilà. Je pense qu'on peut, sans trop s'avancer, dire qu'il y a un changement d'ambiance assez net entre les 2 extraits qui se suivent hein, dans le reportage, par ailleurs, hein, ils se suivent. Donc c'est encore plus frappant lorsqu'on regarde le court-métrage, le reportage en intégralité. Je précise qu'il est disponible sur le site de l'INA pour une modique somme, mais qui vaut le coup. Voilà, c'est absolument passionnant, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai choisi ces 2 extraits pour mentionner la question du cadre. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fonction du cadre dans lequel on s'inscrit, là en l'occurrence le ciné-club, qui est considéré particulièrement à l'époque comme une forme de prolongement de l'école, une école du cinéma, comme on l'a vu ici, ou alors dans la rue, dans une salle de quartier ou dans une salle plus chic, entre guillemets, les fameux palaces, comme on les appelle encore à l'époque, même s'ils commencent déjà un peu à perdre de leur superbe dans les années 60. On le voit hein, déjà dans le premier extrait, il y a une différence. Non, moi je vais pas dans les salles de quartier tout le temps, je cherche des salles un peu plus propres, etc. Donc en fonction du cadre, que ce soit aussi chez soi, bon là, le cinéma chez soi est encore très peu développé, hein, la télévision commence doucement à s'installer dans les foyers français, au début des années 60. Mais en fonction du cadre dans lequel on est, la sortie du samedi dont on parlait aussi tout à l'heure brièvement, eh bien, les émotions vont s'exprimer très différemment et aussi certaines émotions qui seront valorisées dans un cadre ne le seront pas forcément dans un autre. Une expression trop marquée, par exemple, d'une sensation très forte pourrait être valorisée dans un cadre, tantôt dans un cadre et beaucoup moins dans un autre. Donc, l'effet du cadre, me semble-t-il, c'est peut-être l'un des critères les plus déterminants, c'est pour ça que je commence par celui-ci, sur la question de l'expression des émotions. Parce que ressentir des émotions, on en ressent tous et toutes, on ne les nomme pas forcément, mais par contre, les exprimer, c'est encore autre chose.
Donc on peut déjà se dire qu'on exprime des émotions, mais encore faut-il se donner le droit de les exprimer. Alors ce que j'essaye de mettre en avant, c'est qu'il me semble qu'en fonction du cadre, on se sent plus ou moins libre de s'exprimer et d'exprimer donc ses émotions. Et ça, bien entendu, ça rentre en compte avec d'autres critères, notamment celui de l'âge. Je vais y revenir. Mais simplement, j'aimerais préciser et renvoyer quand même aux travaux d'un sociologue que vous connaissez peut-être déjà, mais je pense qu'il faut le citer et le reciter parce qu'il fait un travail, je pense, qui est extrêmement intéressant. Il s'agit de Thomas Legon, donc Thomas sans H, hein, ce n'est pas une faute d'orthographe, je précise, donc Thomas sans H Legon, qui a travaillé notamment sur les pratiques et la consommation de la musique et du cinéma chez les adolescents et notamment chez les lycéens. Il a travaillé sur le dispositif lycéen apprenti au cinéma, notamment dans la région Rhône-Alpes. Voilà un extrait dont je vais vous lire juste la première partie d'une de ses conclusions, et elle me semble extrêmement intéressante. Donc il parle du dispositif scolaire lycéen et apprenti au cinéma. Le malentendu entre les penseurs et les bénéficiaires du dispositif, lycéens et apprentis au cinéma, semble résider dans le fait que si une partie importante des élèves ne prend pas de plaisir en regardant les films proposés, ou du moins, j'ajouterai, ne manifeste pas le sentiment de plaisir, ce n'est pas à cause des films en eux-mêmes, mais parce qu'ils ne comprennent pas que d'une certaine manière, ce que l'on attend d'eux, c'est qu'ils éprouvent du plaisir. Et j'ajouterai qu'ils en aient le droit. Cette rencontre, quelque peu magique entre l'œuvre et l'adolescent, tant espérée par les acteurs du dispositif, qui se transforment alors en médiateurs culturels, et qui souvent s'ignorent, peine à se réaliser, cette rencontre, parce que la plupart des adolescents ne savent même pas qu'elle doit avoir lieu. Alors, forcément, c'est toujours un peu dur de lire ça quand on s'investit dans les dispositifs, ce qui est aussi mon cas, même si je suis moins au contact des lycéens. Mais cela dit, je pense que c'est extrêmement intéressant ce que dit, ce qu'observe à partir de questionnaires. Hein. Il est allé discuter directement avec les lycéens. Hein. C'est pas lui qui le sort de son chapeau. C'est de voir qu'il y a cette incompréhension, cette idée de dire que dans un cadre précis, alors c'est celui de lycée apprenti au cinéma, mais pour l'élargir, je pense que ça pose de manière générale la question de l'expression des émotions dans le cadre scolaire. Et je dirais même en dehors des dispositifs et en dehors du cinéma. Je renvoie encore une fois à l'opposition entre distraction et apprentissage. L'école est-elle un lieu de distraction ? Moi, j'aimerais bien qu'on me réponde à cette question simple, hein, sans vivoter, en disant oui, mais c'est aussi... Non, juste, est-ce que on peut se distraire à l'école? Ça semble évident, et tout le monde devrait répondre oui. Mais je crois que cette question, elle n'est pas si évidente que ça, encore aujourd'hui, et ça dépend à qui vous la posez. Donc, vous raccrochez ça au cinéma ou à une autre forme de transmission artistique, culturelle ou autre, toute forme de matière, on en revient toujours à se poser cette question. Et qui dit distraction dit aussi, d'une certaine façon, lever quelques barrières où on va pouvoir peut-être exprimer ou se sentir légitime pour exprimer ses émotions. Donc j'insiste beaucoup sur le cadre, mais comme je le disais, ce critère seul pour comprendre l'expression ou non des émotions doit, à mon avis, être couplé avec un autre critère, celui de l'âge, puisqu'on n'exprime pas ses émotions de la même façon en fonction des différents âges. Ce qui m'amène donc au point suivant, exprimer ses émotions donc sur l'importance de l'âge, et je vous propose de commencer par le très jeune public. Commençons par le début. Et je vous propose donc de regarder un troisième extrait, le court-métrage de Valérie Mregen, Cadavre exquis. Vous allez voir, vous allez vite comprendre le principe. On interroge des enfants après qu'ils aient vu un certain nombre de films, tout simplement. Et on les laisse parler, face caméra, seuls ou à plusieurs. On regarde. Star Wars, Harry Potter, Charlie et la chocolaterie, les Luttes de Funès, les Marx Brothers. La guerre des boutons. Charlot et le cirque. Et Peter Pan. Kung Fu Panda. Bon, j'ai vu... Comment dire... J'ai vu les 5 légendes. J'ai vu Rebelle. T'as parlé que que Peter Pan il voulait attaquer Capitaine Trochet. Capitaine Trochet voulait attaquer les Indiens. Et les Indiens voulaient attaquer Peter Pan.
La Belle au bois dormant, mais je m'en souviens plus très bien. Je peux commencer au milieu, où il y avait la méchante sorcière qui s'est transformée en dragon. En fait, avec son bâton, avec une boule ici, en haut, il s'est transformé en dragon et il crache du feu. Mais heureusement qu'il y avait les fées. Et un jour, ils ont sonné à la porte et il y a quelqu'un qui a donné une enveloppe à Cendrillon pour dire qu'il y a un bal. Et Cendrillon, elle a demandé à sa belle-mère est-ce qu'elle pourrait y aller. Elle lui a dit oui, mais d'abord, il faut qu'elle fasse tout ce qu'elle a à faire. Pendant la bataille, sa mère, elle s'est blessée, du coup, elle pouvait plus grimper aux arbres. Du coup, elle s'est fait manger par le léopard. Et à la fin, ils se sont battus pour avoir le noisetier. Et, l'équipe de Freddy, c'est les gentils chimpanzés. Et ils ont gagné contre l'équipe de Scar, les méchants. C'est une fille qui est dans un jardin et qu'elle voit un royaume, non, je dirais un lapin. Elle le suit. Elle arrive jusqu'à une forêt. Elle rencontre une souris qui parle et une bête sauvage. Et après, il se bat contre les squelettes. Et après, les squelettes, ils sont avec les ninjas. Et là, ils ont une armée, mais il y a les serpents qui arrivent. Et la sœur qui s'est fait tuer, c'est la sorcière de l'Est. Et l'autre, c'est la sorcière de l'Ouest. Et du coup, ils sont allés dans une espèce de fumée où il y avait plein d'avions. Lui, au début, il croyait que c'était un espèce d'arc-en-ciel. Il y avait plein d'avions morts. Après, il y a eu un feu d'artifice. La bête, elle est allée dans les airs. C'était un chien, il avait des fenêtres, des canapés à l'intérieur, tout doux, quoi. Il avait une fenêtre qui s'ouvrait comme une porte, toute seule. Oui, mais après, la fée Clochette a mis de la poussière de fée sur le bateau et le bateau s'est envolé. Il le met dans le ciel et il fait un éclair et il revit. Avant, il a dû être mort un peu. Mais ça, c'était presque à la fin. Et elle lui avait dit, sa marraine, au 12e coup de minuit, elle devrait être chez elle. Ou sinon, tout redeviendra normal. C'est une histoire vraie qu'ils ont pris dans la nature. Voilà. Donc là, alors j'adore diffuser ce film et regarder la salle puisqu'il y a après personne qui est capable de rester sans bouger devant ces enfants. Alors vous avez vu comment ils communiquent aussi hein, leurs émotions, c'est quand même assez fort. J'aime toujours comparer aussi avec les deux autres vidéos, certes des années les séparent, mais encore une fois là, par contre, on est dans un cadre quand même priori scolaire, et pourtant les émotions s'expriment. Donc ce qu'on voyait dans le cadre du ciné-club semble beaucoup moins marqué cette tranche d'âge. C'est intéressant aussi de voir la différence des corps, c'est-à-dire que les émotions, elles s'expriment de différentes façons. On parlait des fameux 100 points du visage qu'on pense être suffisants pour décrire les émotions, mais il y a aussi le corps qui parle. Vous avez remarqué les différences d'expression corporelle dans les trois extraits. Là, je pense qu'on peut dire que c'est les corps les plus détendus. Hein. Il y a des gestes comme ça, on se permet d'élargir les bras comme ça, etc. Puis ensuite, on bascule dans la rue en 1962, où là, les gestes sont un peu plus contenus malgré tout. On est devant une caméra, mais malgré tout un peu plus décontractés. Et puis,
il y a la quasi-immobilité des adhérents du ciné-club. Vous avez vu, il y en a un, il n'y a rien qui bouge à part les sourcils. Je pense que là, la technologie d'identification des visages aurait bugué, parce qu'il n'y a que les sourcils qui bougent. Vous avez vu cette tension, ce stress qui se lit dans les corps. D'accord ? Et là, encore une fois, je pense qu'on y voit la puissance du cadre, mais aussi du regard de l'autre. Parce que je crois que c'est ça la différence lorsqu'on ajoute la question de l'âge. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces enfants, qui sont pourtant dans un cadre scolaire, et qui ne semblent pas forcément particulièrement... altéré ou, je vais le dire un peu fortement, muselé, entre guillemets, par ce cadre-là, ou du moins impacté. C'est leur âge, bien entendu, et sur le fait aussi que le fait qu'il n'ait pas vraiment de filtre, et c'est ça, je crois aussi, qui nous touche tous et toutes en regardant cette vidéo, ça fait que ces filtres-là, on sait que malheureusement, c'est le cours de la vie, ils vont finir par les perdre plus vite en général qu'on ne le pense, lorsqu'ils vont commencer à se poser la question du regard du voisin, tout simplement, le regarder en train d'exprimer ses émotions. Et là, ça devient compliqué. Et là, on se demande si on a le droit de pleurer, on se demande si on a le droit de pas avoir tout compris dans le film, on se demande de savoir si on peut répéter et après, sans se sentir jugé par son voisin. Ah oui, pardon. Et donc, on a toute cette avalanche de questions qui va venir comme ça se confronter à toutes nos émotions et à leur mode d'expression. Alors, je n'ai pas, bien sûr, de solution miracle, ce n'est pas le but de cette conférence. Ah oui, il y a une question. Oui, je ne sais pas si vous voulez aborder la question de la mise en scène, parce qu'il y a quand même 3 mises en scène qui sont très différentes dans les 3 extraits. La première, une prise d'otage, les gens ne sont pas tellement bien mis en situation. Il a un fil à tirer sur la mise en scène, il évoque des fois, il parle de Spartacus, donc il y a chose à mettre en place sur le divertissement-apprentissage, mais ce n'est pas le cadre, ils sont dans la rue, ils sont pris à la volée, en fait. C'est aussi une histoire de mise en scène. Là, les enfants sont très, très nature, parce qu'ils ont été préparés, le cadre est à leur hauteur, en fait, parce que les gens dans le ciné-club sont pris en plongée aussi. Il y a une façon aussi de mettre en scène l'intervenant et celui qui doit répondre aux questions, qui est plus ou moins agréable et propice au dialogue. Je suis entièrement d'accord. Sur le premier extrait, il aurait pu aller beaucoup plus loin dans le sujet, ça aurait pu être plus intéressant, et il est pris en otage. Mais je suis entièrement d'accord, mais par contre, je peux complètement inverser votre observation. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je peux en faire une autre conclusion, c'est-à-dire que pour moi, le fait de les surprendre dans la rue, je suis surpris qu'ils soient aussi à l'aise, à quelques exceptions près. Je parle de celui qui parle de Spartacus. Moi, personnellement, mais c'est une question subjective, mais moi, je le trouve plutôt à l'aise, dans le sens où on vient le choper comme ça. Et à l'inverse, quand vous dites ici que le cadre est plutôt rassurant, pareil, moi, je ne suis pas si convaincu que ça. Une caméra, c'est des enfants aussi jeunes, qu'on leur met de face, alors je suppose qu'elle s'est quand même mise loin, ou alors vraiment, elle a acquis leur confiance. Je ne sais pas dans quelle mesure elle a travaillé avec eux en amont. Elle a passé du temps avec eux, ça se sent. Il y a une proximité. Voilà, après, est-ce que c'est elle Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que la construction du cadre, me semble-t-il, c'est un critère déterminant, mais qui est très dur à anticiper. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Valérie, sa spécialité, c'est de mettre les gens à l'aise en parlant de leurs décès, leurs accidents de voiture. C'est son dispositif à elle, depuis le Frénois. Et ça se voit. Oui, ça se voit. Bien sûr. Mais du coup, pour le coup, le journaliste qui, je trouve, effectivement, de 62 est quand même, bien entendu, vous verrez le reste du documentaire, tout est orienté, ils essayent de les coincer, etc. Mais je trouve justement que, autant dans le ciné-club ça marche, clairement, ils les coincent et ça se sent, ils sentent vraiment la prise d'otage, comme vous dites, autant dans la rue, je trouve que c'est plus nuancé, je trouve, malgré tout. Mais il est évident que la mise en scène joue un rôle. Et il est abusif de comparer un dispositif de 62 à un dispositif de 2013. C'est parce qu'après, aller capter ces émotions-là, malheureusement, il n'y a pas tant de matière que ça. Mais ce que je voulais dire, en prenant des extraits aussi éloignés, c'était que pour une façon de dire, peut-être un peu maladroite, mais une façon de dire que pour moi, les réflexions qui se posaient en 62 restent encore beaucoup d'actualité. Voilà, c'était surtout ça en fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question du cadre, de la mise en scène, bien sûr. Bien sûr. Il y a une façon de rassurer. Après, cela dit, sur la question de l'âge, je reste assez convaincu quand même qu'il y a vraiment une barrière qui se constitue à un moment qui n'est pas précis, je veux dire, c'est pas à 6 ans ou à 6 ans et 3 mois qu'on en vient à se dire, tiens, l'autre me regarde, etc. Et là, je pense que même avec la meilleure volonté du monde, le meilleur dispositif et le meilleur cadre, voilà, le regard des autres, il n'y a rien de plus puissant, de plus fort et aussi de plus déstabilisant, je pense, me semble-t-il. Je continue. Simplement, voilà, je pense que la question de l'âge est déterminante. On peut se dire, mais
Voilà, comment on peut essayer d'aller contre ça? J'ai pas de solution miracle, hein. Je serais bien orgueilleux de pouvoir vous en proposer une, mais encore une fois, c'est un constat. Et de dire aussi qu'en fonction des âges de la vie, pas seulement des plus jeunes, mais aussi quand on est adolescent, adulte, etc., je pense aussi qu'on exprime différemment ces émotions et on se l'autorise différemment. Ce qui est intéressant, je trouve, aussi avec le jeune public, c'est que les émotions du très jeune public font l'objet à la fois de fascination. C'est-à-dire, c'est un petit peu la tête que beaucoup d'entre vous faisaient en voyant le film. On est fasciné par cette parole sans filtre. Moi, je fais mon interprétation de psychologue à dessous de comptoir. Moi, en tout cas, je pense que je rêve de revenir de temps en temps au moins à ce moment de sans filtre, parce que c'est hyper rassurant, surtout en ce moment, et de pouvoir parler sans se poser la question de ce qu'on pense, de ce que les autres pensent de nous. Donc, de voir ça, ces émotions et l'expression de ces émotions, ça fait un bien fou. Donc on est fasciné dans le bon sens du terme, je dirais, par ces émotions-là. On a envie de les encourager, de les valoriser, même si je crois qu'aussi l'une des difficultés dans l'éducation à l'image avec le très jeune public, c'est d'arriver à canaliser justement ces émotions et ces paroles, parce que sinon ça part dans tous les sens. Et comme on a tendance, beaucoup d'entre nous, à être vite gaga face à cette parole-là, il faut un peu se ressaisir et dire, bon, on va quand même faire quelque chose de tout ça et pas juste laisser le flot continu de cette rivière d'émotions. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le public chez qui on a le plus d'inquiétude. Voilà. Que regardent nos très jeunes enfants, particulièrement des certains types d'émotions. Alors si on les voit rire, tout va bien, mais si on pense qu'ils ont peur, là c'est pas la même chose. Quand on pense qu'il y a des publics adultes et même adolescents qui cherchent à se faire peur et qui valorisent cette émotion comme une émotion qui est, certains disent même, bon c'est les fans de films d'horreur, que l'horreur, la peur est peut-être l'émotion la plus intense qu'on puisse ressentir au cinéma, parce qu'elle nous rappelle à quel point on est vivant et à quel point on peut avoir le sentiment qu'on est dans une situation critique tout en étant en sécurité dans une salle de cinéma, et certains vont chercher ça, mais vous placez ça dans un dispositif ou dans le cadre d'une projection familiale avec des enfants, et au contraire, vous allez éviter à tout prix qu'ils aient peur, pas seulement pour des raisons pratiques, pour ne pas vous réveiller la nuit parce qu'elle a fait un cauchemar, mais aussi parce que vous avez vraiment peur du développement, sur le développement cognitif, même neurologique de l'enfant, etc. Donc ça aussi, c'est une réflexion plus large sur le fait qu'à la fois, ce sont des émotions brutes, des émotions qu'on aime aller chercher, mais qu'on n'ose pas forcément, et sans doute à juste titre, utiliser. Ou du moins comment l'orienter, comment la canaliser, sans altérer aussi ce genre d'émotion, et en tout cas ce type d'expression, d'émotion. Et puis il y a aussi l'adolescent. Alors l'adolescent au cinéma, je dirais que les émotions des adolescents, eux, sont un peu dans un entre-deux. Pour moi, effectivement, je caricature un peu, mais les adolescents peuvent très vite être vus comme de vrais gremlins, mais aussi des gizmos, hein, c'est-à-dire ils vont nous surprendre et être incroyables, et puis en un clignement d'œil, de regard, on va se retrouver avec ça. Bon, cela dit, les gremlins, ils ont un côté mignon aussi, si on y réfléchit. Et puis, on pourrait dire que les gremlins, c'est fait presque aussi partie de l'histoire du cinéma. On pourrait dire que les cinéphiles sont un peu des gremlins, d'une certaine façon. J'y reviendrai peut-être en conclusion. Je m'égare. Non, simplement, je suis très intéressé par la question des émotions et des adolescents, parce que je trouve que, pour le coup, les adolescents sont peut-être les plus mal lotis sur la question de l'expression des émotions, parce que je pense que ça fait partie de la classe d'âge dont les émotions sont le plus illégitimes. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent exprimer une certaine émotion, on peut avoir tendance à les minimiser ou au contraire à les exagérer. C'est-à-dire que si c'est une émotion qui est beaucoup trop exacerbée, on va s'en inquiéter en disant, bon, un peu de recul quand même, un peu de tenue. Et au contraire, s'il y a très peu d'émotions, on va avoir l'impression qu'ils n'en ont rien à cirer et qu'ils s'en moquent complètement. Ce qui n'est pas forcément, à mon avis, le cas, parce qu'encore une fois, on en revient à la question du regard de l'autre, et que peut-être que le fait de ne pas exprimer une émotion, c'est pas qu'on ne ressent rien, c'est simplement qu'on a peur de l'exprimer dans un cadre donné ou devant un certain type de public, devant ses camarades, devant sa famille, etc. Donc là aussi, c'est juste une piste et une réflexion que je lance, mais je pense que la question des émotions et des adolescents reste l'une des choses peut-être les plus complexes, je crois, encore aujourd'hui à aborder, parce qu'ils sont vraiment dans cet entre-deux. Ils ont quitté la période du sans filtre, où ils ne se posent pas de questions, et ils ne sont pas encore dans cette période où on commence à faire un travail qui parfois prend toute une vie, où on assume ses émotions. Parce que ça, c'est un travail, je pense, de toute une vie. Accepter aujourd'hui que pleurer, c'est quelque chose de normal, on sait très bien que c'est quelque chose qui n'est pas si évident, et ça, à tous les âges de la vie. Et même encore, le débat reste ouvert. Est-ce qu'on doit pleurer? Moi, je suis convaincu que oui, mais on sait bien qu'il y a encore des résistances sur ce type d'expression d'émotion, encore aujourd'hui, que c'est limite un combat presque politique. Alors, l'autre point que je voulais évoquer, mais je vais quand même regarder l'horloge, je vais peut-être pas évoquer trop longtemps ce point-là,
L'autre question que je me posais, c'était la question de la part, un critère, le cadre, l'âge, autrui, la personne qui nous regarde ou qui est à côté de nous lorsqu'on exprime ou non ses émotions, et les films, on va dire, la programmation. Est-ce que la programmation a un rôle dans l'expression des émotions? C'est-à-dire, en gros, si on choisit bien les bons films, l'émotion devrait suivre. Bon, là, c'est une question très, très, très complexe, donc je n'ai pas forcément le temps de développer, mais je voulais quand même simplement poser la question. Je rappelle que Thomas Legon, dans ses conclusions, le dit très clairement. Pour lui, le film ne rentre quasiment pas en jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas le film le problème. Le problème, c'est le fait que les enfants, les lycéens, dans son cas, n'ont pas compris qu'ils avaient le droit d'exprimer du plaisir. Bon, là-dessus, je pense malgré tout que la programmation joue un rôle. Parce que ça pourrait renvoyer en quelque sorte à cette idée qu'en gros, tout se vaudrait. C'est-à-dire, quel que soit le film comme en avance, s'il est bien accompagné, ça marche. Bon. Je vais faire mon snob, je pense que non. Tous les films ne se vaut pas et qu'il y en a qui peuvent peut-être mieux marcher que d'autres, aussi à différents âges. Encore une fois, on croise les éléments, hein, le cadre, l'âge, le film, etc. Des films qu'on a peut-être vus trop tôt. Moi, j'ai vu trop tôt La Règle du jeu. Personne ne me fera croire le contraire. J'ai vu trop tôt La Règle du jeu. Voilà. J'aime beaucoup aujourd'hui La Règle du jeu. Et puis, je l'ai détesté pendant très très longtemps. Voilà. Et c'est pareil pour Citizen Kane. Voilà. Maintenant, je l'aime bien. Voilà. Mais j'ai une relation compliquée avec Citizen Kane et La Règle du jeu. Et j'en ai presque voulu à ces films de ne pas me procurer d'émotions. Vous voyez comment voilà. Mais parce que pour moi, j'étais en droit de demander des émotions à La Règle du jeu. Zéro émotion, j'ai rien compris. Et j'étais très en colère. Voilà. Mais j'étais déjà plus âgé. J'étais jeune adulte. En tout cas, légalement. Je pense plus grand enfant plutôt que jeune adulte. Mais bon. Bref. Cela dit, c'est quelque chose, c'est un gris-gris. Je le dis souvent à longueur de journée professionnelle, mais j'y reviens quand même. Je pense quand même que la question de la programmation est importante, et notamment la question de ce que j'appellerais le poids des classiques. C'est quelque chose sur lequel je reviens souvent, mais j'en démords pas. Je pense qu'il y a un poids aussi, lorsqu'on veut exprimer ses émotions face à des listes officielles. Alors, je vous ai mis la plus connue, mais c'est juste pour illustrer, il y en a d'autres. Mais c'est la plus connue, celle du British Film Institute, qui classe les 50 meilleurs films de tous les temps, selon lui, qui réunit un panel de 846 critiques, programmateurs, universitaires et distributeurs, lors de son dernier classement, qui est réalisé tous les 10 ans, les années en deux. Donc, le prochain, c'est pour l'année prochaine, 2022. On a hâte de découvrir quelle sera la nouvelle liste. Mais, petit spoil, elle risque de pas beaucoup bouger. Parce que depuis 1952, elle a quasiment pas bougé. Et la cinéphilie classique était en émoi en 2012 parce que Citizen Kane est passé second devant Vertigo, derrière Vertigo. Le scandale. Voilà. Alors, bon, je pense malgré tout qu'on peut parler il y a un poids quand même. Il faut aussi assumer le fait de dire que Citizen Kane, j'ai pas trouvé ça folichon, quoi. Alors de dire que c'est intéressant, pour moi, ça me semble évident. Mais le problème, c'est que quand on attend de vous un certain type d'émotion, ou des émotions même, n'importe laquelle, et que vous n'en avez aucune, j'ai vraiment ressenti, je vous assure, aucune émotion lors de la première diffusion de La Règle du jeu et de Citizen Kane. Et ça m'a particulièrement perturbé. Là, contrairement aux lycéens interviewés par Thomas Legon, j'avais compris que j'avais le droit au plaisir en plus. J'avais fait ce travail-là. J'ai le droit de ressentir du plaisir. Mais j'en ai pas. Donc, qu'est-ce qui se passe alors qu'il est dans cette liste? Donc, pour moi, cette liste, bien sûr que je l'ai mal interprétée, certainement. Cette liste, il n'y a pas écrit la liste des films que vous devez aimer. C'est une liste de films importants. Mais malgré tout, il y a une vraie confusion. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que les personnes qui ont commencé à faire ces listes-là en 1952, ce n'est pas des personnes très âgées non plus. C'est des personnes assez jeunes qui se battaient pour les films, qui se battaient pour dire ça c'est de l'art, ça c'est de la merde, ça vaut le coup, etc. Or, le problème, c'est que cette jeunesse, elle s'est un peu perdue, puisque les personnes qui font les listes aujourd'hui sont peut-être un peu moins jeunes. Or, qu'en est-il C'est les mêmes, exactement, ceux qui ont survécu. Or, qu'en est-il des jeunes, justement? Est-ce qu'ils ont leur place là-dessus? Parce qu'il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que les personnes qui ont voté pour ces films, beaucoup ont pu les voir en salle. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun film qui est en dessous des années 90 dans la liste de 2012, sauf Mulholland Drive. Merci David Lynch. Donc ça veut dire qu'en gros, depuis à peu près les années 80, on n'a rien produit qui vaille le coup d'être dans les 50 meilleurs films de tous les temps. Je caricature un peu, mais quand même. Ça, on peut s'interroger. Le truc, c'est que quand on vote en 1952 pour Le voleur de bicyclette, le film il a été réalisé seulement il y a quelques années. C'est une nouveauté. Ce n'est pas un film de patrimoine comme aujourd'hui.
Donc on a une liste qui s'est panthéonisée un petit peu, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. Alors quand on compare, par exemple, avec les 25 films qui ont fait le plus d'entrées en France en 2013, sachant que derrière ces entrées, vous avez une très large partie du jeune public. C'est essentiellement le jeune public qui va voir ces films-là. C'est les statistiques qui le disent, c'est pas moi. Bon, on voit le fossé quand même, hein. On voit le fossé. Donc on peut s'interroger aussi quand vous avez, dans un cadre donné officiel, celui par exemple des dispositifs, ou celui d'un festival, un peu classique, etc., qui met en avant ce type de cinéphilie-là, celle-ci, qui par ailleurs est très intéressante, hein, mais que vous avez ensuite une consommation domestique, celle qui n'est pas dans le cadre scolaire, celle qui n'est pas dans un cadre, qui est dans un cadre de l'intime, avec les parents, les proches, les amis, et que vous allez voir ça, on se dit comment on fait le lien entre les deux. Voilà. Et comment on fait le lien émotionnel, justement, entre les deux. Or, je pense que c'est possible, hein, c'est possible. Mais c'est difficile. Pour regarder 2015. Alors, quand vous regardez, par exemple, ce nuage de mots, c'est toutes les thématiques des films programmés dans la liste Collège au cinéma entre 1989 et 2015. Délinquance, guerre, enfance, famille, adolescence, société. Alors, moi je suis le premier à dire que c'est pas à Collège au cinéma qu'on va leur montrer ce qu'ils vont déjà voir tout seuls dans l'intimité. On va pas leur montrer Star Wars. Ça sert à rien, ils y vont tout seuls. Mais il y a quand même, on peut peut-être réduire le fossé entre ce qu'on leur propose. Alors, je vous rassure, il y a des films sur le football, hein, quelque part, un peu, voilà, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est une façon, pas très scientifique certes, mais quand même, de mesurer entre ce qu'on leur propose dans un certain cadre. Je caricature un peu, mais là, ce sont des statistiques, hein. J'ai pris tous les films par thématique de leur synopsis qui sont dans la liste collège de 89 à 2015. Donc c'est quand même, il y a une part de données objectives. Bon, ça pose une vraie question. Alors après, c'est sûr que quand on fait des enquêtes, une enquête certes réduite, 80 collégiens qui ont répondu à une étudiante dont j'ai eu la chance d'encadrer le mémoire. Est-ce que tu apprécies les films collège au cinéma? Bon, ne vous trompez pas, le 1 oui, c'est le bleu clair, hein, c'est pas le bleu foncé, malheureusement. Le bleu foncé, c'est bof. La pire insulte pour un créateur, je pense. Il préfère que je sois nul que bof. Bof, je crois qu'il n'y a rien de pire. Soit c'est bien, soit nul, mais bof, je pense que c'est affreux. Bon, bref. Bon, ce n'est que 80 collégiens, hein, c'est pas représentatif. Autre élément aussi, on l'a bien vu dans la liste de 2013-2015, ils regardent énormément de films de genre, des films d'espionnage, des films de science-fiction, des films de super-héros, très genrés, des films d'horreur. Ça, c'est les genres présents dans la liste collège de 89 à 2015. Là aussi, on a un fossé entre ce qu'ils voient par eux-mêmes, par choix, et ce qu'on leur propose. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'aller forcément leur montrer ce qu'ils voient déjà. Il s'agit juste de mesurer l'écart énorme entre ce qu'on leur propose et ce qu'ils vont voir par eux-mêmes. Donc, ça pose aussi la question d'un autre critère, je m'interroge, hein, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des émotions plus légitimes que d'autres, tout comme il y a des genres, encore aujourd'hui, plus légitimes que d'autres? L'horreur, contrairement à ce qu'on entend partout, n'est pas un genre qui est pleinement et complètement admis. Lorsque une Julia Ducournau est obligée, sommée de préciser qu'elle fait du cinéma d'auteur et pas juste du cinéma d'horreur, c'est une façon, encore une fois, de dire qu'il y a des genres qui ne sont pas traités comme les autres, tout comme le western ne l'était pas à l'époque comme les autres. Aujourd'hui, le western est une évidence, comme un genre noble. Mais à l'époque, des jeunes se faisaient accuser d'aller voir du western. Intéressant aussi, l'allusion dans le reportage, qu'est-ce que vous allez voir? Spartacus, Kubrick, avant qu'il soit Kubrick. On reproche limite Spartacus. Ah ben oui, Spartacus, oui. C'est le blockbuster de l'époque, quoi, hein. Je veux dire, Spartacus, grosse production. C'est un peu comme si vous faites un micro-trottoir aujourd'hui, vous dites « Ah, vous avez vu Avenger ?» Ouais. Bon, je ne pense pas que les frères Russo soient les futurs Kubrick de demain non plus. D'accord. Même si je trouve qu'ils savent tenir une caméra. D'accord, j'exagère un petit peu. Mais, voilà, Spartacus, c'est le blockbuster que vont voir les jeunes en 1962. Voilà. Avant que Kubrick devienne le réalisateur des films qu'on connaît et qui sont, là, pour le coup, reconnus comme tels. D'accord? Donc là aussi, encore une fois, ce que vont voir les jeunes et ce qu'ils vont voir ensuite, il faut aussi replacer dans un certain contexte. Le procès qu'on fait parfois aux jeunes d'aller voir uniquement des films de blockbuster, des films d'horreur, etc. Mais regardons notre propre consommation quand on avait leur âge.
Je parle en dehors d'un cadre de public captif, scolaire, etc. Reprocher à des gens d'être allés voir du Spielberg dans les années 80, qui, je le rappelle, est l'inventeur du blockbuster. Reprocher à des gens d'être allés voir Retour vers le futur en salle, en 1985, alors qu'aujourd'hui, c'est un film qui est considéré comme tout à fait appréciable. Encore une fois. Exactement. Exactement. Pourtant, c'est... Absolument, c'est un grand écart. Exactement. Donc, à la question « Que préfères-tu dans le collège au cinéma ?» au 80, on est quand même surpris parce qu'on pourrait se dire « Oui, mais bon, à cet âge-là, ils ont envie de rien voir d'autre, ils ne sont pas non plus, il faut aller les chercher. » Qu'est-ce qu'ils préfèrent dans le collège au cinéma? Réponse ouverte. Question ouverte. Et réponse ouverte. Dire « Qu'est-ce que tu préfères ?» Voilà les principales réponses que Marion Guillaume a obtenues auprès des 80 collégiens. Faire une sortie en dehors du collège, découvrir de nouveaux films, comme quoi ce n'est pas forcément l'idée de rester dans son précaré, voir des films très différents, discuter des films pour donner son avis, apprendre des choses et apprendre des choses sur le monde du cinéma. C'est dans l'ordre de citation. Hein. Donc l'idée qu'il faut apprendre des choses absolument, hein, c'est ce qui vient en dernier. Voilà les différentes propositions. Mais les premières sont celles qui sont les plus citées. Donc il y a une vraie envie de découverte, hein, encore une fois. Mais encore faut-il trouver sa place pour pouvoir exprimer les émotions aussi qui vont avec, d'une certaine façon. Alors, pour avoir une autre image que la liste du British Film Institute, il suffit par exemple de se promener sur le site IMDb, la plus grande plateforme qui recense l'actualité du cinéma. Alors, c'est un site américain, mais je précise que les votants sont 50% américains, 50% internationaux. Donc, ce n'est pas une liste qui est composée uniquement par des spectateurs américains. Vous avez les 250 meilleurs films de tous les temps, entre guillemets, selon IMDb, par des votes du public. Alors, c'est sûr, hein, c'est moins contrôlable que les 846... personnes identifiées du British Film Institute, mais là on voit peut-être quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on pourrait appeler une cinéphilie ordinaire ou une culture cinématographique ordinaire. Moi je pense qu'il faudrait peut-être simplement s'interroger sur la question aussi de l'expression des sentiments, de savoir aussi comment on peut laisser une place à ce type de cinéphilie-là, à ce type de culture cinématographique-là. Il ne s'agit pas de virer la précédente, de faire table rase, de faire de la place, ce qui n'est pas la même chose. Et là, peut-être qu'on s'autorisera peut-être un peu plus à exprimer des émotions et à se dire que la règle du jeu, ça m'a rien fait. Par contre, les évadés qui caracolent en tête depuis des années, c'est peut-être très surprenant. Mais moi, personnellement, à chaque fois, ça me fait chialer. Alors, l'heure tourne, donc je ne vais pas m'arrêter sur ce point-là, qui est peut-être l'un des points les plus sensibles, mais en tout cas, je le dirai en 2 mots. Je pense que on peut s'émouvoir chez soi. La salle n'est pas le seul endroit où on peut s'émouvoir, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Simplement, j'aimerais revenir très rapidement sur quelques idées reçues sur le cinéma à domicile, entre guillemets. Je pense que là aussi, la question de l'expression des émotions, on ne peut pas la réduire au fait d'être dans une salle ou pas. Et l'une des idées reçues, je trouve, les plus importantes, c'est la question du collectif. Il y a cette idée, cette opposition systématique qui, personnellement, me pose un peu problème, la question de l'expression des émotions. Dans le collectif, très souvent, on va un peu rapidement là-dessus en disant le collectif peut favoriser la communion avec le film, etc. Mais si vous partez du principe que vous ne vous sentez pas légitime pour exprimer vos émotions devant autrui, même dans une salle noire, est-ce que vous n'êtes pas mieux chez vous, seul, pour pouvoir pleurer tranquillement? C'est quand même une vraie question. On peut la considérer, ça dépend des individus. Autre point, cette idée que lorsqu'on est chez soi, on est forcément seul. L'expérience du cinéma chez soi, c'est une expérience individuelle. Il n'y a rien de plus faux. Qui habite seul aujourd'hui? Il y en a de moins en moins. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. D'accord? Colocation, famille, d'accord? Les cas de possibilités sont nombreux. Ou alors vous invitez des gens chez vous. Regardez un film seul chez soi. Bien sûr que ça arrive, c'est souvent les cinéphiles. C'est eux qui regardent le plus les films seuls chez eux. Les cinéphiles à qui on ne fait pas le brosé de ne pas aller au cinéma. Bon. Par contre, tous ceux qui ne sont pas cinéphiles ou qui ne se déclarent pas comme tels se retrouvent rarement seuls sur leur canapé. Idem. Ben oui, on peut faire pause, on va faire pipi, on regarde son téléphone quand on veut. Combien de cinéphiles, je m'inclus dedans, quand ils ont décidé de voir un film, un bon film, un film qu'ils veulent à tout prix voir, qui ne passe pas dans les salles, ben ils installent, ils se mettent leur petite table, ils se mettent en mode avion, ils vont faire pipi avant la séance, ils ferment les rideaux et puis ils lancent la projection. Combien d'entre nous n'avons pas déjà essayé de reconstituer la séance de cinéma chez soi? Donc juste simplement la question de l'expression des émotions dans le cadre de la salle, mais aussi au-delà. Il est évident que je préfère toujours voir un film dans la salle. Mais c'est pareil, aller un lundi après-midi dans une salle de cinéma, à la séance de 14h. Si les retraités n'ont pas décidé de sortir à ce moment-là, vous serez seul dans la salle. Ah, l'expérience collective, individuelle de la salle. Et malheureusement, avec les derniers chiffres de fréquentation, dans certaines salles, malheureusement, je dis bien,
il y a plus de chances qu'on soit plus nombreux sur son canapé que dans la salle. C'est terrible. Donc juste, simplement là-dessus, se dire que les émotions peuvent être suscitées dans une multitude de cas de figure et que la salle de cinéma, qui pour moi est évidemment peut-être le vecteur le plus facile pour exprimer des émotions, dans certains cas ne l'est plus. Et il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Autrui, le cadre dans lequel on s'inscrit, on sait aussi combien, malgré tous les efforts des médiateurs, des médiatrices, des enseignants et des enseignantes, même lorsque vous sortez des enfants de la salle de classe pour les amener à la salle de cinéma, ils ont l'impression qu'ils sont toujours à l'école. Donc, même si vous amenez des enfants dans une salle de cinéma, mais qu'ils ont toujours l'impression dans leur tête qu'ils sont à l'école, mais encore une fois, peut-être qu'ils exprimeront pas de la même façon leurs émotions que s'ils étaient en famille sur leur canapé. Donc la question des émotions, encore une fois, ne dépend pas uniquement d'un seul lieu, mais d'une multitude de critères, me semble-t-il. Je vais donc conclure sur la cinéphilie aussi. J'aime bien aussi taper sur les cinéphiles, puisque j'en suis moi-même un. Mais j'aimerais aussi simplement terminer sur la cinéphilie. La cinéphilie, est quand même l'une des plus grandes supercheries en termes d'émotion. La supercherie de la cinéphilie, c'est quand même qu'à la fois, on nous demande d'être des passionnés de cinéma, donc des fous de cinéma, d'être des consommateurs compulsifs, d'aller voir plein de films, etc. Donc c'est quand même une émotion complètement irrationnelle. Et en même temps, il faut qu'on ait une certaine distance. La posture du cinéphile, un discours critique sur les films, et pas juste tout absorber. On a même inventé un terme souvent péjoratif, c'est cinéphage. Vous savez, c'est ceux qui bouffent des films sans recul, etc. Alors le cinéphile, voilà, il doit bouffer, mais quand même attention, non, avec du recul. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler d'émotions raisonnables. C'est-à-dire qu'on est émotif, mais pas trop quand même. Vous voyez, où on a un vrai plaisir, coupable un peu, mais raisonné quand même. C'est-à-dire que voilà, on peut exploser le plaisir, mais quand même, on fait attention. Voilà. Donc ça, j'adore cette idée de la cinéphilie. C'est une vraie schizophrénie que j'expérimente au quotidien. Et c'est moi ce que je trouve génial dans la cinéphilie. Mais c'est ces injonctions contradictoires. Et là, encore une fois, les injonctions contradictoires dans le domaine des émotions, elles sont formidables. Elles sont formidables uniquement quand on se les autorise. Quand on les reçoit sans avoir le sentiment d'être autorisé, là, je pense beaucoup aux jeunes publics, mais pas que, aux adultes aussi, ben là, ça marche moins bien. Or, ce qui définit un cinéphile, quand on se dit cinéphile, c'est que déjà, on se donne ce droit-là. Donc déjà, on se permet un peu plus d'exprimer ses émotions en ce sens, de les assumer. Je voudrais donc vous remercier maintenant de votre attention. Et je ne peux m'empêcher de partager peut-être ce qui a été l'une des plus fortes émotions pour moi au cinéma. C'était il y a moins de 3 semaines, j'ai amené pour la première fois ma petite fille de 2 ans voir un film. Et je dois vous dire que j'ai rarement ressenti ça. Voilà, merci. Le poids des classiques. Le poids des classiques. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle avant de continuer avec dans la salle et sur le fil de discussion avant de poser. Oui, c'est bon. Tu as à peine débordé, tout va bien. Je suis super content. Est-ce que nous avons une question là dans la salle? Léo, parce que j'ai vu que tu avais retiré les thématiques, j'ai vu qu'il y avait l'Espagne, tu as critiqué les thématiques, je ne suis pas contente déjà. Deuxième partie, j'ai découvert les catalogues scolaires récemment, puisque vous avez compris, je n'ai pas fait école-collège en France, ça n'existait pas dans mon pays d'origine, et il n'y a pas si longtemps que ça que je m'occupe des dispositifs scolaires. Par contre, voilà, on ne peut pas comparer la liste cinématographique 2012, etc., avec les catalogues actuellement. On y trouve du Carpenter, on y trouve des Miyazaki, etc. Ouais, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, tout à fait. Il y a des changements qui se produisent, etc. Quel chemin parcouru? Voilà. Donc simplement pour qu'on ne reste pas dans la liste 2012. Non, bien sûr. Non, il y a beaucoup de chemins qui a été parcouru. Ouais. Le cinéma de genre commence doucement et ça a été dur. Vous n'avez pas évoqué les comédies, le rire, parce qu'elle n'est pas dans la liste du BFI et tu n'as jamais évoqué le rire au cinéma. Évidemment, c'est la plus évidente et la plus difficile. C'est ça qui est. C'est vraiment par manque de temps. Mais effectivement. Alors, ce que je dirais sur la comédie quand même par rapport à. Il y a des émotions sérieuses et des émotions pas sérieuses, c'est encore ça. Et voilà. Et ça, c'était la question de la légitimité et de l'illégitimité. Sur le sérieux, pas sérieux, pour moi, c'est presque un synonyme. La question de la comédie, elle est extrêmement intéressante, je trouve, dans le sens où
le genre comédie, je ne parle pas de la comédie dramatique, la comédie, voilà. La comédie comme genre à part entière, je pense à Mel Brooks, je pense la comédie quoi. C'est encore un genre qui a du mal à trouver sa place dans les dispositifs d'éducation à l'image, je trouve. Et on le voyait un petit peu dans les statistiques, c'est-à-dire la comédie dramatique, oui, on a l'impression qu'il faut un peu de drame. C'est-à-dire c'est le pas sérieux avec un peu de sérieux. Ça plairait aux cinéphiles. Du coup, la comédie, effectivement, c'est ça qui, le rire, c'est peut-être la plus... la peur, c'est celle qui, je pense, surprend, dérange et varie le plus en fonction des âges, alors que le rire, je crois que c'est l'émotion qui permet de tracer une ligne entre toutes les classes d'âge et entre tous les cadres. Quand on est surpris par le rire, il est plus fort que nous, et même si on ne se donne pas le droit de l'exprimer, quand c'est trop fort, on le fait quand même. Même si après, des fois, on le regrette, le regard de l'autre, etc., on se rend compte que le voisin n'a pas ri et nous, oui. Ah non, bon, on va du coup se restreindre. Et après la sortie, on dit ouais, il était nul ce film. On dit ouais, il était nul alors qu'on l'a trouvé drôle. Voilà. Et ça, effectivement, c'est très très important. La question du rire, moi, je pense, mériterait une réflexion à part entière. Pour moi, c'est une expression, une émotion spécifique. Parce que c'est une émotion qu'on ne peut pas contenir et qui témoigne ouvertement de notre plaisir. Quand quelqu'un a peur, c'est spontané, on sursaute, mais on ne sait pas trop s'il a vraiment pris du plaisir. On peut trouver ça désagréable, un jump cut ou un jump scare, pardon. Voilà. Alors que le rire, on sait qu'on ne peut pas mentir quand on rit comme ça. Et là, on rejoint, je trouve, un peu la question du sans filtre des plus jeunes. Voilà. Mais je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'en termes de mise en scène, bah, c'est le plus dur. Faire rire au cinéma, je crois que c'est le plus difficile. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs. On pourra continuer à poser des questions lors de la table ronde et puis aussi à travers l'espace de discussion en ligne. Et donc là vont nous rejoindre donc Laetitia Spigarelli, Renaud Fély, Cerise Jouineau et Virginie Courrèges.